Alors, bonjour à tous. Alors, vous pouvez. Alors, j'ai envoyé le lien du nouveau live en fait sur le live précédent qui a été coupé, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, n'hésitez pas à le reprendre là-bas pour me rejoindre sur le live ici. Les aléas du direct. Hein. Alors, je vais patienter 2 secondes, le temps que les gens arrivent. Je crois qu'il y a un petit décalage et il faut que je m'adapte avec ça. Salut Mireille, sois la bienvenue. En fait, le live a été coupé tout à l'heure, je ne sais pas très bien comment, fausse manip certainement. Les aléas du direct, sois la bienvenue. Merci beaucoup Mireille, sois la bienvenue. Merci infiniment. Alors, j'attends 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive, parce que je pense que j'ai laissé des gens en chemin. Salut Kalilou. Salut mon frère, sois le bienvenu. Merci Mireille, c'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure en fait que je voulais, et quand il y avait trop de musique, je pense que personne n'a dû l'entendre, donc je reviens dessus. Je voulais dédier ce live-là à un jeune qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Eric Agbo. Il avait 37 ans et il a fait la une des journaux pour une raison un peu malheureuse, puisqu'il a été arraché à notre affection. Donc c'est un jeune que je ne connais pas, mais dont l'histoire m'a touché, parce que je pense que c'est la 12e victime du Covid-19 et qu'il avait 37 ans, donc c'était l'une des plus jeunes victimes. Il était marié, je crois, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais son cas m'a touché, comme d'ailleurs beaucoup d'autres cas m'ont touché, hein. Mais ce cas particulièrement m'a touché parce que voilà, c'est un jeune et parce que c'est toujours, on n'est pas habitué à voir des jeunes partir aussitôt. Bassirounian, Maïlessia Al-Boubar, DG, Maïlessia Al-Boubar, sois le bienvenu. Donc, la deuxième personne dont je voulais saluer la mémoire, en fait, parce que c'est une tradition. Je démarre le live, en fait, en saluant des personnalités qui se sont fait remarquer de façon positive. Et ensuite, je parlerai de celles qui l'ont été, mais pour des raisons un peu moins bonnes. Donc, je voulais parler aussi, saluer la mémoire de Jules François Bocandé, qui aurait eu aujourd'hui 62 ans, je pense, hein, de mémoire, puisque je crois qu'il est de 58. Il aurait eu 62 ans et ça fait 8 ans qu'il a été rappelé à Dieu. Donc je voulais aussi, vu ce qu'il a symbolisé pour le peuple sénégalais, je voulais aussi ici, en votre présence, saluer sa mémoire. Ensuite, je voulais aussi saluer la mémoire, enfin saluer plutôt l'action méritoire du professeur Mboup. Exactement, cher Seydi, exactement. Et Samaï. Saluer aussi la présence et l'action du professeur Mboup de l'Institut IRESEF, qui apporte une capacité de dépistage hors norme dans cette riposte contre le Covid, puisque le professeur Mboup, alors c'est quand même quelqu'un d'incroyable et que, alors on n'a pas compris pourquoi dès le départ, le ministère de la Santé n'a pas requis son concours. Pourquoi dès le départ, il n'a pas été mis à contribution dans le cadre de la riposte. Pourtant, il a un institut qui s'appelle l'IRESEF, et cet institut, en fait, a une capacité de test, me dit-on, d'environ 3000 tests par jour. C'est donc quelque chose que nous aurions pu, en tout cas dont nous n'aurions pas dû nous passer dès le départ. Et on a préféré faire le choix de l'Institut Pasteur, dont je salue d'ailleurs le rôle hein, dans cette lutte-là, qui est un rôle de premier plan, mais je ne comprends pas pourquoi on a voulu lui réserver cette prébande-là, un peu comme si on était du temps de la coloniale, où toutes les structures françaises ou d'inspiration française, ou dont l'histoire française est très marquée, s'arroge en fait finalement la part la plus importante de la part du lion. Maguette Diopso, bonjour. Écoute, merci beaucoup. En fait, je suis désolé, ça s'est coupé tout à l'heure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Acceptez mes excuses pour ça. Et ensuite, donc, de l'autre côté, donc avant de démarrer le live, le temps que les gens arrivent, je voulais aussi décerner quelques bonnets d'âne. Et le premier bonnet d'âne, c'est Xi Jinping, le président chinois, à qui j'avais tressé des lauriers dans un autre live, et qu'ici, je veux, comment on va dire,
que je veux en tout cas violemment critiquer. Critiquer parce que la Chine, en fait, traite nos frères africains d'une manière absolument détestable. Ce n'est ni plus ni moins du racisme. Et donc, le président chinois ne peut pas l'ignorer. J'ai vu une vidéo dans laquelle un ambassadeur d'un pays africain, je pense que c'était le Nigeria, de mémoire, je n'en suis pas sûr, mais à voir, s'insurgeait contre des policiers qui étaient venus malmener un peu des compatriotes africains, justement parce qu'il y a une espèce de stigmatisation sur les Africains aujourd'hui en Chine, qui est absolument insupportable et surtout incroyable. Alors, oui, effectivement, Mireille, c'est bien que tu le rappelles, parce que c'est vrai que, contrairement aux autres régions et aux autres pays, on voit des personnes très jeunes qui sont victimes, en fait, du Covid. Et je pense que ça, c'est un problème de communication. C'est-à-dire qu'en disant que la maladie, les victimes privilégiées de la maladie, c'était les personnes âgées, on faisait un raccourci, en fait, logique, un raccourci intellectuel. Parce qu'on partait de l'idée que les personnes âgées ont plus de facteurs de comorbidité. Et donc, en conséquence, elles vont être celles qui vont subir le plus la maladie. Alors, rapidement, les journalistes, et je pense que c'est les journalistes qui ont fait cette erreur-là, ont fait un raccourci sémantique en disant que la maladie n'atteignait que les personnes âgées, ce qui est absolument faux. Ce n'est pas que la maladie atteint que les personnes âgées. En fait, les personnes dites à risque sont les personnes qui sont très âgées, mais aussi qui sont porteuses de comorbidités. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de ce live, puisque au nombre des victimes, des premières victimes en fait du Covid, on a les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, sida, etc., etc. Donc on en reparlera très amplement ici. Salut, grand René Pierre, ça va bien? Sois le bienvenu, mon frère. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, je voulais donc, une fois qu'on a parlé de Xi Jinping, parler du docteur Tedros, donc le directeur général de l'OMS, qui, de mon point de vue, continue à enchaîner les erreurs, continue à enchaîner les bourdes et ne nous rend pas particulièrement fiers parce que, en même temps, c'est la première fois qu'un Africain siège au sommet de la santé mondiale. Première fois. Et alors, non pas que l'OMS ait une culture et une tradition de performance particulière, spécialement en période de pandémie. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, simplement, c'est que la première fois que nous avons un Africain à la tête de cette institution, on va probablement avoir la catastrophe sanitaire la plus large, la plus grande au monde, et pour des raisons qui tiennent plus de la géopolitique. Mais je vais y revenir justement dans le live la semaine prochaine. On fera un spécial géopolitique en disant qu'est-ce que le coronavirus en fait va changer dans la géopolitique mondiale. Parce que vous avez vu qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance de l'Asie et des dragons de l'Asie, une perte de vitesse des États-Unis, les États-Unis qui sont en train de redevenir finalement un des ghettos, sanitaires en tout cas, et je pense que la politique de Donald Trump, justement, qui a mis totalement à bas l'Obamacare, n'est pas pour rien dans la catastrophe sanitaire qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, mais ce sera l'objet d'un live que nous ferons la semaine prochaine sur la géopolitique de la pandémie. Mais ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est les Noirs africains, donc les Africains américains, qui souffrent le plus et qui sont le plus victimes de la pandémie. On verra que ce n'est pas des problèmes génétiques, c'est essentiellement des problèmes de politique sanitaire, notamment la rupture de l'Obamacare. Okay, donc, mais on y reviendra de façon abondante dans le live de la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et puis je voulais terminer en fait par Abdou Karim Gueye, il s'appelle, de Nitoudege, je crois, Karim Krumhak, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Nitoudege. Alors pourquoi est-ce que je veux revenir sur son cas? J'ai trouvé ses propos particulièrement irresponsables, j'ai trouvé ses propos particulièrement insultants, et d'ailleurs, je ne suis même pas d'accord qu'il soit poursuivi pour offense au chef de l'État.
même si ce qu'il a dit était offensant vis-à-vis du chef de l'État, mais je pense qu'on devrait mettre en place un délit, ou un délit en tout cas, d'offense au peuple sénégalais. Il est inacceptable que des jeunes comme nous, parce que finalement, alors je pense que je dois être plus âgé que Abdou Karim Gueye, que des jeunes en fait se permettent de nous insulter, mais copieusement, sur le fait qu'on a pris des mesures sanitaires. Parce que de quoi il s'est agi sur l'affaire Abdou Karim Gueye? De ce que j'ai vu, parce que j'ai vu sa vidéo dans laquelle il parlait de la convocation du calife de Medina Baye, c'est faux. Alors, c'est factuellement faux. C'est-à-dire que le calife n'a jamais été convoqué. C'est l'imam qui a été convoqué, et le calife a considéré, et il a raison peut-être de le faire, qu'on se comprenne bien, mon sujet, c'est pas de dire est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, mon sujet c'est de dire qu'il n'a pas été convoqué. Or, la vidéo que Karim Gueye a faite, il a dit, un, le calife a été convoqué par le commissariat, deux, c'est à cause de Macky Sall que le commissaire a convoqué le calife, et trois, a invité les gens à attaquer le commissariat. Ça fait beaucoup. Je rappelle que les forces de l'ordre, les militaires et les forces de sécurité, elles sont là aussi à notre service et qu'elles participent de la riposte au Covid-19. Et c'est ça, moi, qui me gêne en fait dans l'affaire Karim Gueye, parce que aujourd'hui, il y a même quelque chose d'absolument insupportable aussi. C'est que tous ces gens qui sont très courageux, à l'image de mon frère Guy Marius Sagna, à l'image de, comment il s'appelle, Abdou Karim Gueye, il y en a d'autres que je ne pourrais pas énumérer ici, qui sont des activistes et qui se sont toujours mis au service de la démocratie. Hier, Abdou Karim Gueye s'est trompé. Il s'est trompé. Alors, on va voir si c'est de bonne foi ou pas, mais il s'est trompé. Et il n'est pas supportable d'avoir cette espèce d'idéologie-là de supporter les gens de façon inconditionnelle. C'est inacceptable. Ce qu'il a fait est inacceptable. Voilà. Et donc, je tenais à le dire clairement, parce qu'ils veulent créer, effectivement, et tu as raison, grand frère. René, tu as absolument raison. Ils ne comprennent rien à rien, mais c'est surtout qu'ils veulent nous créer des problèmes là où nous avons besoin d'être unis. Et puis après, ça a commencé à aller dans tous les sens, justement, entre une espèce de querelle entre confréries, en disant oui, à Touba, on prie, alors qu'à Medina Baye, on empêche les gens de prier, etc. Bon, il y a eu une polémique dans laquelle je ne veux pas rentrer. Je dis donc qu'il avait tort, et c'est pour ça que je lui décerne un bonnet d'âne. Bien, alors le live de ce soir, donc, une fois que nous avons décerné nos bons points et nos mauvais points, le live de ce soir, en fait, c'est de discuter, en fait, de... Vous avez vu, en ce moment, il y a une espèce d'assouplissement qui ne va pas en parallèle avec une baisse des cas. D'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. On voit une montée en puissance des cas, et pourtant, en Afrique, il y a une baisse des mesures et un assouplissement des mesures. En réalité, je voulais dire d'abord au départ que il me semble en fait que ce mimétisme-là, un mimétisme systématique, dans lequel les États africains se contentent de plaquer de façon bête les politiques qui sont prises en France et ailleurs. Les pays du Nord ont commencé, notamment avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France qui, dès demain matin, va sortir du confinement, ont commencé donc à assouplir le confinement. Et automatiquement, on voit dans nos pays assouplir le confinement. Il y a deux choses qui me semblent particulières. Un, on n'a pas démarré en même temps. Et deux, on n'a pas la même trajectoire de la pandémie. La pandémie ne dessine pas la même trajectoire dans nos pays que dans les leurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette espèce de mimétisme? Et c'est ça qu'on va regarder en fait. Mais dans ce live-là, je voulais simplifier parce que, évidemment, si on rentre dans un relativisme, le cas des États-Unis n'a rien à voir avec le cas du Vietnam, qui n'a lui-même rien à voir avec le cas du Mali et qui est encore différent du cas du Rwanda. Alors, est-ce qu'on peut avoir une approche un peu simplifiante, mais simplifiée pour bien faire comprendre? Et donc, l'idée ici, c'est de dire, en fait, de mon point de vue, on a deux grands systèmes. On a d'un côté les systèmes autoritaires, donc les États très forts, les États dans lesquels le gouvernement a mis en œuvre des mesures répressives extrêmement fortes, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les démocraties libérales.
Et donc ces démocraties libérales-là qui ont, de mon point de vue, eu des stratégies et des fortunes qu'il faut qu'on voit avec vous, et c'est ça le sujet ici. Alors la première chose, c'est que alors on a eu des succès dans les systèmes autoritaires de riposte au Covid-19, et puis on a eu des systèmes qui empruntent aux démocraties libérales. Donc il faut qu'on regarde. Alors, même s'il n'y a pas de corrélation nette entre la nature plus ou moins autoritaire du régime et la force de sa réponse à la crise sanitaire ou son efficacité, il y a quand même des caractéristiques qui permettent quand même de lire quelque chose là. Le premier, c'est que dans tous les systèmes autoritaires, il y a eu une espèce de déni initial. Et déni qui a été des fois accompagné d'un maquillage des chiffres. Par exemple, et je veux prendre le cas de Poutine et de Trump, qui ont été assez lents à admettre que le Covid existait et que c'était quelque chose de particulier. L'Angleterre aussi, d'ailleurs, Boris Johnson a eu la même attitude. La deuxième chose, par rapport au système autoritaire, c'est le rejet de la responsabilité. La plupart ont voulu se défausser sur un ennemi extérieur ou un adversaire extérieur. Et puis donc, dès lors, ils ont pris des mesures assez coercitives, des mesures de fermeture de la frontière, quand des fois ils ne sont pas allés jusqu'à essayer d'expliquer leurs impérities, leurs échecs par le complot mondial, hein, qu'il y avait un complot, etc., ce qui n'était pas toujours très fondé. Ensuite, les systèmes autoritaires, et quand je dis système autoritaire, j'inclus le Sénégal dans les systèmes autoritaires. Il y a une utilisation assez opportuniste de la crise pour renforcer le régime en place et lui permettre de marquer des points à l'extérieur. Hein, donc on a par exemple la loi sur l'état d'urgence qui a été votée et dont dans la première mouture, en fait, je parle du cas du Sénégal, il y avait une espèce de chèque en blanc qui donnait tous les pouvoirs à Macky Sall. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire qu'il a mal géré. Au contraire, je pense qu'il a très bien géré cette crise-là. Et moi, je suis partisan de ce qu'il a eu ce qu'il manquait d'autorité pour qu'il soit possible de gérer la crise avec succès. Et puis enfin, il y a eu et c'est le propre des systèmes autoritaires, c'est que dans tous les pays où ils ont été mis en œuvre, il y a eu une espèce de brutalité dans la mise en œuvre des mesures répressives. Le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal sont de très bons exemples de cette brutalité de mise en œuvre des mesures répressives-là, mais que je salue, parce qu'elles ont permis d'apporter une réponse vigoureuse et de faire adopter des comportements, des attitudes salutaires qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement. Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet qu'il faut regarder. Et puis de l'autre côté, il faut dire aussi qu'on a eu plusieurs démocraties qui ont jusqu'à présent assez bien réagi. Taïwan est une démocratie qui a plutôt bien réagi. La Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et puis en Europe, hein, l'Allemagne, le Portugal ou la Grèce, ils ont parfaitement bien réagi, alors que ce ne sont pas particulièrement des pays autoritaires. Et puis, de l'autre côté, il y a des démocraties libérales qui se sont montrées un peu moins bien préparées, moins aptes à trouver les bonnes réponses. Et c'est le cas, par exemple, de la France, qui a eu une réponse un peu molle, un peu hésitante. Je vais aux élections législatives où je n'y vais pas. Je fais le premier tour, mais le deuxième tour, je ne le fais pas. J'hésite sur les masques. Je dis qu'il en faut et puis je dis qu'il n'en faut pas. Puis il en faut. Je dis aux gens de rester chez eux, mais j'assouplis. Voilà, je mets des autorisations. Enfin, il y a eu tous ces atermoiements-là sur la France. Sur le Royaume-Uni, on a vu qu'ils avaient une stratégie au départ qui était la stratégie de l'immunité collective, qu'ils ont changé en chemin pour revenir à une stratégie de confinement. Et puis, il y a les États-Unis, bien entendu, qui sont aujourd'hui l'épicentre mondial de la crise. Je pense que ce n'est pas étranger, d'une part, au fait que c'est une démocratie. Deuxièmement, c'est une fédération, c'est-à-dire que la décentralisation avec le rôle que les États ont avec les gouverneurs donc, qui sont à couteau tiré avec l'exécutif central, n'est pas pour rien dans la relative faiblesse de la riposte en fait. Donc tout ça, c'est des choses dont on parlera justement dans le prochain live sur la géopolitique de la pandémie. Et on verra ensemble un peu ce que d'un pays à un autre, qu'est-ce qui s'est passé
et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le rang de ce pays-là au niveau mondial. Et puis il y en a d'autres, donc on a aussi des régimes autoritaires qui ont été parfaitement inefficaces. Par exemple, l'Iran est un pays, un État autoritaire qui a eu beaucoup de mal avec la pandémie, qui a eu beaucoup de morts et qui a été l'épicentre de la maladie à un moment donné dans la région où il est. Et puis on a aussi la Russie, qui est une démocratie autoritaire, enfin qui est un régime autoritaire, et qui, au départ, a tergiversé sur la pandémie avant de fermer ses frontières, puis d'indexer l'ennemi extérieur, avant finalement de se raviser et de s'organiser maintenant pour traiter. Et d'aucuns la soupçonnent, avec la Chine, de maquiller les chiffres. Et puis, à contrario, donc on a des régimes autoritaires qui ont été particulièrement performants. C'est le cas de la Chine, et qui depuis le 20 janvier en tout cas a trouvé une réponse et n'en a jamais dérogé. Malgré la taille de sa population, elle a pu quand même gérer le conflit avec beaucoup de brio. Et puis il y a le Vietnam. Et le Vietnam qui est un cas très particulier, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le Vietnam, c'est le cas de 0 mort à ce jour. 0 mort à ce jour et 237 cas confirmés. Donc très peu de choses en définitive. Or, le Vietnam, c'est un pays avec, alors, de mémoire, hein, je pense qu'il a les mêmes revenus que le Zimbabwe, je pense, hein, en proportion. Donc ce n'est pas vraiment un pays particulièrement développé. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans cet assouplissement-là que nous observons en fait, il y a une question. Salut Papis, sois le bienvenu. Adia Ratou, comment vas-tu? Écoute, merci beaucoup, sois la bienvenue. Marie-Dominique, sois la bienvenue. Salif Sané, sois le bienvenu frère. Oui, alors, Maguette Diopso, carton rouge sur la Chine. Mariam Batili, ma sister, sois la bienvenue sister. Donc, alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que donc, alors que, et c'est ça moi mon sujet, sur le continent aujourd'hui, on note qu'il y a une montée, les cas sont en train d'augmenter, à quelques exceptions près qu'on envisagera ici. Qu'est-ce qui fait que, en dépit du fait que ça monte, on est en train d'assouplir les mesures? Et je vais prendre un exemple, celui du Ghana, qui justement est en train de maîtriser avec le confinement, mais quand ils ont arrêté le confinement, parce qu'ils ont arrêté aujourd'hui, ils ont vu leur cas tripler, fois 3. Donc il y a quand même une question, il y a un questionnement à poser sur cette question-là de est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Quelle stratégie est-ce que semblent poursuivre nos États? Alors avant même d'examiner la question des stratégies, je voulais discuter avec vous des raisons économiques. Parce que la première raison de cette... Salut Yeta, sois la bienvenue. Quelles sont à votre avis, la première cause du déconfinement, c'est d'abord une cause économique. Mais ça, ce n'est pas une particularité du continent africain. C'est un trait que toute l'économie mondiale a en partage. L'économie mondiale est à l'arrêt aujourd'hui. Et donc, toutes les grandes nations ont vérifié à quel niveau de connaissance elles sont de la pandémie. Et je pense qu'on est à des niveaux intéressants de connaissance de la pandémie. Et on a besoin de faire redémarrer la machine. Et donc, le premier élément, en fait, du confinement, première raison pour laquelle nous sommes en train de prendre une voie de déconfinement, en tout cas d'assouplissement, c'est une raison économique. En réalité, les coûts économiques du confinement, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un confinement complet d'un mois à travers l'Afrique coûte environ 2,5 points de son PIB annuel. Donc environ 65 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. Un mois de confinement, c'est 65 milliards de dollars de perdus. Alors évidemment, on a eu des stratégies très disparates, beaucoup de variétés dans le confinement, qui n'a pas été homogène sur tout le continent. Okay, il y en a qui ont fait un confinement national, donc qui ont fermé le pays de façon complète. Il y en a d'autres qui ont confiné de façon locale, c'est-à-dire ils ont confiné des zones. Il y en a qui ont recommandé aux gens d'observer la distanciation sociale en étant chez eux et en faisant
du mieux qu'ils pouvaient pour se préserver. Et puis il y en a d'autres pour lesquels nous n'avons pas de... Il y a zéro confinement et pas de connaissance qu'il y ait eu des mesures de confinement majeures. Prési, Pierrot, sois le bienvenu. Anita, sois la bienvenue. Ah, salut, Pi. Salut, Pi, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, donc, donc ce premier élément-là, sur le coût économique du confinement pour l'Afrique, fait que de plus en plus de gens sont en train de songer à faire repartir la machine. La deuxième raison économique, c'est que, au-delà de ces manques à gagner, là, du manque à gagner énorme de 65 milliards, il y a aussi le choc externe qui est plus large, c'est que le prix des matières premières a baissé. Et oui, puisque l'économie mondiale est à l'arrêt. L'industrie qui est consommatrice de matières premières n'en achète plus autant. Le transport et la logistique internationale est à l'arrêt, ce qui a pour conséquence que le prix des matières premières, qui est indexé justement sur la demande, il baisse. Et donc, ça peut créer un deuxième choc externe, c'est la baisse des prix des matières premières et puis finalement des flux d'investissement. Les investissements directs étrangers ont baissé aussi, mais ils ont baissé aussi parce que, écoute, tout le monde est confiné. Qui va consommer? Qui va payer? Qui va mettre son argent? Voilà, c'est un sujet. Et c'est le sujet justement, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on réfléchit sanitaire ou est-ce qu'on réfléchit économie? Et donc, ils ont laissé passer du temps, tant que c'était possible, pour apprendre des choses. Et on y reviendra d'ailleurs sur les stratégies d'apprentissage, parce que finalement, en fait, je pense, fondamentalement, ce que cette pandémie nous amène, c'est notre capacité collective à apprendre des choses rapidement. Et apprendre des choses rapidement pour être capable de mettre en œuvre des stratégies qui soient efficaces. Alors ensuite, ça suppose aussi, ce confinement-là, le déconfinement part de l'idée en fait qu'il faut qu'on poursuive les services essentiels, des dépenses publiques en fait, et que finalement il y a une très forte baisse de la consommation privée et de l'offre de main-d'œuvre, puisque finalement les gens sont confinés, ils ne donnent pas de leur force, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne consomment pas. Selon l'OCDE, en fait, on a une baisse prévisionnelle de 2% du PIB par mois dans tous les pays de l'OCDE. Alors évidemment, on est très très loin, là on est fois 10 sur les 65 milliards que nous avions tout à l'heure, on est fois 10 carrément quand on passe sur les éléments de l'OCDE. Ok? Et selon l'INSEE en France, en fait, on peut s'attendre à une baisse de 3% du PIB français par mois de confinement. Donc vous voyez bien que les raisons, elles sont d'abord et essentiellement des raisons économiques. Mais le deuxième élément, et c'est ça qui concerne particulièrement les pays africains, c'est les risques sociaux. Quand je parle de risques sociaux, de quoi je parle? Je parle du fait que 56% de la population urbaine africaine, alors si on enlève l'Afrique du Nord, parce que évidemment l'Afrique du Nord, c'est des réalités économiques qui sont radicalement différentes. Mais 56% de la population urbaine en Afrique vit dans des bidonvilles. Alors ça, c'est plus vrai pour l'Afrique au sud du Sahara. Et alors, il y a eu une enquête en fait qui a été conduite à Nairobi sur environ 2000 résidents qui observent en ce moment le confinement, donc dans 5 bidonvilles de Nairobi, et ils ont estimé que 75%, plus de 75% des gens qui habitent dans les bidonvilles ont quitté leur domicile en moyenne 3 fois en 24 heures, malgré le confinement. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors évidemment, ailleurs, ceux qui sont en France, ceux qui nous regardent de France, du Luxembourg en ce moment, ceux qui nous regardent de France, je pense à Pi et à Yeta. Ceux qui nous regardent de Luxembourg, je pense à Bassirounian. Ceux qui nous regardent de Elpidia, de Belgique, je crois, c'est ça mon frère? Voilà, et donc je pense à tous ceux qui nous regardent de très loin. Aujourd'hui, vous vous imaginez bien que dans la période de confinement, c'était bien entendu inimaginable de sortir 3 fois de chez soi en 24 heures dans la période de confinement. Et ensuite, il y a un autre problème qui est un problème important, au-delà de la nourriture que je vais aborder tout à l'heure, c'est que 95% des gens dans les bidonvilles n'ont pas accès facilement à des commodités de lavage des mains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens n'ont pas accès, 95% de ceux qui habitent dans des bidonvilles n'ont pas accès à des dispositifs de lavage des mains qui soient complets, c'est-à-dire qui soient eau, plus savon,
plus gel hydroalcoolique. 95%. Alors vous comprenez les risques sociaux que ça pose pour nous. 32% parmi ces 95%-là n'avaient pas les moyens d'acheter du savon supplémentaire pour se laver les mains. Et dedans, il y avait 81 personnes, 81% de ces personnes-là qui ont subi une perte totale ou partielle de leur emploi ou de leur revenu. Et en période de confinement, 70% de ces gens-là déclarent sauter les repas, manger moins en raison de la pandémie du Covid. Alors, je vous laisse imaginer rapidement ce que ça peut créer en termes d'émeutes. Moi, je suis au Mali, par exemple, et on a vu à Sikasso et puis un peu partout dans Bamako, de façon localisée, des spots dans lesquels des jeunes sortaient et mettaient le feu. Par exemple, je pense à Kati, qui est à 15 km de Bamako. Un commissariat a été incendié, justement en réaction au couvre-feu qui pose quand même quelques petits problèmes vis-à-vis des populations. Et ensuite, il y a la question des défis de la sécurité alimentaire. Parce que le sujet, en fait, est le suivant. C'est que si vous regardez les gens qui sont confinés, le problème, en fait, dans les pays qui sont riches, la question du revenu minimum est garantie. C'est ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes à un tournant. Et normalement, si nos dirigeants sont intelligents, écoutez, j'ai des doutes, hein, mais bon, je ne suis pas là pour poser des questions. Oui, alors maître, absolument, je suis d'accord avec vous, maître, sur distanciation physique. Je ne sais pas d'où vient, alors peut-être que quelqu'un peut nous dire hein, d'où vient cette question de distanciation sociale, mais c'est un terme qui est sorti comme ça du jour au lendemain. Je suis d'accord, distanciation physique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Merci infiniment, maître. Vous avez tout à fait raison. Le vrai problème, en fait, c'est que les gens n'ont pas de revenus minimaux. En Afrique, on n'a pas de revenus minimum. Je pense qu'en Afrique du Sud, ça existe. Je crois qu'au Rwanda, ça existe. De mémoire, je crois qu'en Égypte et puis en Algérie, je crois que ça existe. En Libye aussi. En tout cas, du temps de Kadhafi, ça existait. Mais dans les autres pays, essentiellement, il n'y a pas de revenu minimum. Ok, on peut parler pour le cas du Sénégal qui a une bourse d'aide sociale, je pense, de 100 000 francs tous les trimestres. Mais c'est distribué de façon très bizarre. Et deux, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Or, pour pouvoir confiner, et dans tous les pays où on a confiné, ceux qui avaient les moyens de continuer à vivre par une carte bancaire, par des chèques de nourriture, par un système de ravitaillement intelligent qui permettait en fait, d'ailleurs en Chine on a eu le cas, la possibilité d'aller se ravitailler au niveau local, dans des boutiques, en masque, en nourriture, sans avoir à faire... je pense que le rayon d'action c'était autour de 2 km. Voilà, il faut qu'on ait dans chaque rayon d'action, et ça me fait penser d'ailleurs à Idrissa Seck qui à un moment donné disait qu'il faut que dans chaque localité, il faut qu'il y ait les 5 services sociaux de base. L'eau, l'électricité, l'école. L'école c'était l'eau, l'électricité, l'école. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La santé, donc dans la zone, et puis la nourriture. Il faut que ces 5 services sociaux de base-là soient présents partout, dans le plus petit hameau au niveau du Sénégal. Or, le problème, et c'est ça, moi, mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans mes parents de Casamance, qui habitent dans les îles de Eloubaline, dans les îles de Diogué, etc., ils ont un vrai problème. Il n'y a pas d'eau courante dans ces zones-là. On nous parle de confinement. Mais comment ils vont vivre, ces gens-là? Mais est-ce que quelqu'un, et c'est un vrai sujet, aujourd'hui on est en train de distribuer du riz à tout le monde au Sénégal, me dit-on, parce que je ne sais pas, mais il paraît qu'on distribue du riz, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors j'imagine que les Sérères vont dire que le Diola que je suis ne parle que de riz, mais il y a quand même un sujet là. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait des plus démunis d'entre nous. J'ai vu d'ailleurs ma sœur Mariem Bakili qui a fait un plaidoyer énorme pour tout ce qui est talibé dans la rue, mais on parle des talibés, mais il y en a même d'autres qui ne sont pas talibés, qui ont un travail, mais qui vivent ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins de 1 dollar par jour. Quand vous habitez à Dakar, quand vous habitez à Abidjan, quand vous habitez à Bamako, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 1 dollar? Aujourd'hui, on a un problème en termes de déficit de défis de sécurité alimentaire. L'accès à la nourriture
sa distribution, sa production, et puis, quand je parle de distribution, je parle de la logistique. Comment vous pouvez confiner une population à laquelle vous n'apportez pas de la nourriture? Et c'est cette bombe sociale que essaie de désamorcer, avec les raisons économiques dont j'ai parlé précédemment, que les gouvernements africains, au-delà du mimétisme, essaient quand même de désamorcer. Et c'est pour ça qu'on sort de confinement, même si comment on va dire, les chiffres du confinement sont en train de monter. Ok? Oui, oui, alors moi je suis complètement d'accord, Sanoko, Abdou. C'est le moment ou jamais pour réformer nos États et avoir une véritable politique de développement économique en ne comptant que sur nous. Et surtout que cette période-là, moi j'ai vu hein, la débauche de créativité qu'on a eue en termes de recherche et développement, en termes de technologie, en termes d'organisation, en termes de solidarité. Mais on est des pays incroyables. Par contre, on a de mauvais dirigeants. On a de mauvais dirigeants qui sont incapables de formuler une pensée sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous demandez à un président de réfléchir au-delà de la prochaine élection, il en est incapable. C'est valable pour le Mali, c'est valable pour la Guinée, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour le Bénin. Et on pourrait passer du temps à énumérer au moins 57 fois dans les cas où ce que je viens de dire là est valable. Donc il y a un vrai sujet. Et puis donc, et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si la sévérité du confinement a suivi une courbe de celle des revenus. Plus les revenus étaient élevés au niveau des États, et plus le confinement a été strict. On a vu par exemple au Rwanda, on a vu en Égypte, on a vu au Maroc, à l'île Maurice, en Afrique du Sud, en Namibie, en Algérie, en Angola, des pays restreindre de façon drastique les mouvements de la population. Il était interdit à un moment donné de circuler d'une ville à une autre. Et moins on avait d'argent, par exemple au Mali, il n'y a pas eu de confinement du tout, zéro confinement. Il y a eu par contre ce qu'on a appelé le couvre-feu, okay, dont d'ailleurs les effets sont très discutables. J'ai eu cette discussion avec vous, mais le fait est que ça diminue quand même les occasions de socialiser. Aujourd'hui, le Mali est sorti de ça, parce qu'effectivement, il a failli faire face à une fronde sociale au lendemain des élections législatives, donc mécontentement populaire, confinement, manque d'argent, on était sur une formule cocktail Molotov, quoi. Ça vous fait exploser un État en 3 secondes. Et donc, ils ont bien vu ça et ils ont ils ont avancé rapidement pour régler ces questions-là. Je voulais revenir en fait rapidement sur ce qu'on appelle le taux de létalité, parce que aussi, c'est une des grandes leçons apprises de ce Covid-19-là. Il y a quelque chose de particulier, c'est quand vous êtes en Europe, quand quelqu'un parle de son pays, il dit l'Afrique. En Afrique, en Afrique, en Afrique. Et les Blancs, quand ils viennent au Sénégal, quand ils viennent en Zambie, quand ils vont en Afrique du Sud, ils disent je vais en Afrique. Ils ne disent pas je vais au Sénégal. C'est comme si vous disiez en partant en France, je vais en Europe. Ça n'a pas de sens dans l'absolu, parce que vous savez bien que les réalités de la France ne sont pas celles du Luxembourg, ni celles de la Hollande, ni celles... Voilà, donc il y a quand même un vrai sujet là. Et là-dessus, donc, on a eu en Afrique des taux de létalité qui sont totalement différents d'une région à une autre. Je prends par exemple le taux de l'Égypte, Algérie, l'Afrique du Nord en général. Ils ont varié entre des taux de létalité compris en 11,5 et 7,2%. 11,5% pour l'Algérie et 7,2% pour l'Égypte. Or, on nous dit que le taux de létalité du Covid-19, de manière absolue, c'est moins de 3%. Mais on oublie aussi que en cas de comorbidité, ce taux-là, il se déplace. Il se déplace. Et donc ces deux pays-là, en dépit du fait qu'ils sont présents en Afrique, ont eu quand même un niveau de létalité qui les place parmi les 12 premiers en termes de taux de létalité. 12 premiers mondiaux, hein, bien entendu. Alors c'est évidemment les deux pays africains où la prévalence des maladies respiratoires est la plus élevée.
Et les maladies respiratoires sont une des comorbidités les plus notoirement connues du Covid-19. Donc ça, c'était quand même un des premiers problèmes. Ensuite, on a au Maroc, au Nigeria, au Cameroun, des taux de létalité d'environ 3%. Alors qu'en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, à Djibouti, on a des taux de létalité qui sont en dessous de 2%. En fait, ce qu'il faut retenir de toute cette crise-là sanitaire, mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on ait des méthodes d'apprentissage actives. Il faut qu'on consacre de l'argent à collecter des données et à les analyser. Notre vrai problème, et quand je préparais cette émission, je m'en suis rendu compte, le vrai sujet d'inquiétude que j'ai, c'est l'absence de statistiques sur ce qui se passe en Afrique. On me dit partout, il y a des essais cliniques. Par exemple, ici, il y a un essai clinique qui a démarré au Mali. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, j'ai reçu un communiqué du ministère de la Santé via WhatsApp du Mali qui dit qu'il y a un essai clinique en cours. On ne sait pas qu'est-ce qui va être testé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait surtout pas quand est-ce que l'essai va se terminer. Et on ne sait pas ce qu'ils vérifient en fait, quels médicaments est-ce qu'ils sont en train de tester. Alors c'est peut-être ma faible culture médicale qui fait que je ne sais pas, mais je pense quand même qu'il y a là des choses quand même à vérifier. Alors on a en fait, selon les pays aujourd'hui, il y a 7 stratégies de déconfinement qui ont cours en fait. Elles sont très différentes et il y en a qui opèrent ce qu'on appelle un mix de ces stratégies-là. La première des stratégies de déconfinement qu'il y a, c'est le fait d'intensifier les tests, c'est-à-dire améliorer, mettre en place en fait de façon massive des tests pour pouvoir tester la population. Et donc c'est le cas en fait où vous ne pouvez rien regretter en fait. Vous mettez en place des tests et vous testez massivement la population et s'il y a des gens qui sont infectés, vous les isolez, vous les traitez et ceux qui sont des cas contacts, vous les mettez en quarantaine, au bout de 7 jours, vous les retestez et vous vérifiez. S'ils sont malades, vous les traitez. S'ils ne sont pas malades, vous les laissez en circulation. Cette première stratégie-là permet, en tout cas, c'est la stratégie de l'Islande, par exemple, il n'y a rien à regretter. C'est la stratégie de l'Allemagne aussi, depuis le départ, tester massivement, même si eux, ils l'ont mixé avec un confinement extrêmement sévère. On va y revenir parce qu'il est possible en fait de mixer ces stratégies-là. Donc, si on veut déconfiner, une des possibilités, c'est de dire, ok, on déconfine, mais l'argent qu'on gardait en fait par devers nous pour aller donner à des gens à manger des camions de riz, des camions de sucre, d'huile, etc., dont certains, nous dit-on, seraient tombés en chemin ou auraient disparu, parce que bon, il y a aussi ce cas-là, mais on fera le point après. Moi, vraiment, je ne veux pas entretenir de petites querelles. Ce que fait le président Macky Sall, c'est très bien pour l'instant. On soldera nos comptes après. Et je pense que vous le savez, vous pouvez me faire confiance, je serai intraitable sur le sujet de l'après-Covid. Quand il s'agira de fixer les responsabilités, on le fera. Mais aujourd'hui, il a besoin de tout notre soutien. Soutenons-le et on fera le point après. La deuxième stratégie, en fait, c'est le confinement total, jusqu'à ce qu'il y ait des médicaments préventifs ou curatifs. Okay, mais c'est très peu réaliste cette stratégie-là, parce qu'on n'a aucune visibilité sur l'horizon dans lequel ça pourrait être disponible. On sait aujourd'hui que les vaccins pourraient prendre en 12 et 18 mois, et moi je dois vous dire que j'ai quand même idéologiquement j'ai beaucoup de mal avec le principe du vaccin. Okay, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais dans l'absolu, ça veut dire que des fois il y a de l'idéologie dans la manière dont c'est déployé, et je suis quelque peu sceptique. Par contre, sur le traitement, on a beaucoup de traitements aujourd'hui, mais leur particularité, c'est qu'ils sont un peu précoces. Et ils sont précoces, on ne peut pas déjà savoir quelle est leur performance et qu'est-ce qu'ils ont comme effet secondaire. Mais voilà, on a quand même le temps de voir venir cette solution-là du confinement total. Si on a des curatifs, c'est très bien, s'ils fonctionnent. Si on n'en a pas, enfermer les gens pendant un certain temps, mais elle est limitée. On ne peut pas enfermer les gens pendant 18 mois. Ensuite, le troisième élément, c'est le fait de tracer les gens et de les tester en masse. C'est-à-dire, et donc là-dessus, c'est la question donc de l'application justement qui trace
les personnes. Vous avez votre téléphone mobile en fait, et vous savez qu'avec les applications Google aujourd'hui, vous êtes tracé. Quand vous avez Play Store, on peut savoir théoriquement où est-ce que vous êtes passé. Et est-ce que votre chemin a croisé à un moment donné une personne malade. Donc si ces personnes-là ont été en contact avec une personne malade, on peut les isoler assez facilement. On peut, les retrouver facilement, et c'est un vrai défi aujourd'hui parce que ce qu'on appelle les cas communautaires, en fait, c'est des cas contacts dont on ne sait pas avec qui ils ont été en contact. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on nous fasse, parce que c'est des cas suspects dont on ne sait pas qui a pu les infecter. Donc voilà, c'est ça le sujet. Donc il faut les isoler, les tester et puis surveiller ces personnes-là. Cette efficacité-là, elle pourrait être complétée par des dispositifs donc, de traçabilité, comme ce que Singapour a mis en place, s'appelle Trace Together. Et grâce à cela, il y a des pays en fait qui ont évité le confinement. Donc ça permet à tout le monde de fonctionner et on protège quand même les plus faibles, les plus précaires. C'est la stratégie qu'a employée le Vietnam, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Islande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour. Donc c'est pas totalement stupide, hein. Ça fonctionne. Ensuite, il y a l'immunité collective. Plutôt le permis d'immunité. En fait, c'est un peu une autorisation. En fait, on teste les gens avant. C'est-à-dire qu'on les teste et on vérifie la présence d'anticorps dans l'organisme des gens. Et si on a trouvé des anticorps parmi vous, on vous délivre un permis et vous pouvez retourner au travail. C'est correct? En réalité, parce que vous savez, les tests de Covid-19, en fait, bon, il y en a toute une batterie, mais les tests les plus couramment utilisés, c'est les tests de PCR. C'est la polymérase chain reaction, donc la réaction en chaîne de polymérase. Et ce test-là, il procède par écouvillonnage, c'est-à-dire qu'on prend un coton-tige assez long, et puis on va chercher dans les parties hautes là du visage, on va chercher en fait dans la muqueuse des éléments à tester pour vérifier s'il y a de la présence de cellules en fait qui réagissent pour se défendre au coronavirus. Et dans ce cas-là, on détecte que vous êtes positif ou que vous n'êtes pas positif. La faiblesse de ce test-là, mais vraiment, je ne veux pas décourager les gens, mais la faiblesse de ce test-là, c'est qu'elle a quand même un taux de fiabilité de l'ordre de 75 à 80%. Ça veut dire quand même que dans 20% des cas, on peut trouver des gens qui sont positifs alors qu'ils ne le sont pas, et on peut trouver des gens qui sont négatifs alors qu'ils sont positifs, ce qu'on appelle les faux positifs ou les faux négatifs. Et donc, ça, c'est un des problèmes aussi que la polymérase chain reaction a aujourd'hui, et qui fait que, d'ailleurs, c'est un test extrêmement critiqué aujourd'hui, et il y en a qui lui préfèrent le test sérologique. Et en plus, donc, cette période de confinement a permis de booster la créativité. Il y a énormément de tests qui sont en cours, ce qu'on appelle des tests rapides, et notamment au Sénégal d'ailleurs, il y a des tests rapides qui sont en cours de test. Dès qu'ils obtiendront l'autorisation, parce que, évidemment, ces tests rapides-là, il nous les faut, parce que le virus est installé pour longtemps. Il ne va pas disparaître, hein, les gars. Là, je suis désolé, hein, je ne veux pas vous causer de désillusion, mais le virus, il est là pour longtemps. Il est là pour longtemps. Maintenant, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec, et je crois que certaines habitudes que nous prenons aujourd'hui, il va falloir qu'elles s'instaurent et qu'elles deviennent une seconde nature ou qu'elles deviennent finalement notre culture. Ensuite, il y a la réouverture progressive segmentée. Donc là, il s'agit en fait d'ouvrir progressivement certaines régions géographiques ou certains secteurs d'activité, ou de limiter les blocages à certaines heures, un couvre-feu, ou à des données démographiques à haut risque. Par exemple, on dit toutes les personnes âgées sont interdites de circuler de telle heure à telle heure, pendant la journée par exemple, où la socialisation est le plus forte, où on fait le plus de rencontres et où on est exposé au risque. On peut imaginer en tout cas d'avoir des stratégies qui soient géographiques, qui tiennent compte des catégories socio-professionnelles, qui tiennent compte des caractéristiques personnelles des gens, et puis qui tiennent compte aussi de critères tels que l'âge, les maladies dont on est porteur, etc. Et puis, une fois que, on peut aussi imaginer de partir sur un confinement, mais une fois qu'on a une baisse de la courbe, on arrête le confinement, et dès que la courbe remonte, on remet en place le confinement. C'est une manière aussi d'éviter en fait que la capacité des unités de soins intensifs ne soit saturée. Okay.
Ensuite, on a le déconfinement adaptatif, et c'est la stratégie du Rwanda, dont je parlerai dans quelques minutes. C'est que quand vous enlevez le confinement, une fois que les infections diminuent, vous les réimposez lorsqu'elles commencent à dépasser la capacité des soins intensifs, et ça peut être combiné avec ce qu'on appelle une réouverture progressive segmentée, et c'est par exemple ce que l'Imperial College de Londres avait proposé. Au départ, ils avaient proposé de laisser tout le monde s'infecter, et puis finalement, ils ont changé, et aujourd'hui, ils sont dans un déconfinement adaptatif. Voilà. OK. Et ensuite, aujourd'hui, donc, il y a quelques pays africains qui ont déjà déconfiné. Oui, alors, Bassirounen, je t'enverrai mon numéro sans souci sur Messenger, pas de problème. Oui, Mariam Batili, tu as tout à fait raison. 25 000 tous les trimestres, c'est juste, c'est un vrai sujet. Bonsoir, mon ami Nyambele. Nani, ça va bien? Sois la bienvenue. Merci beaucoup, Nani. Alors, donc, aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana qui ont déjà commencé à déconfiner. Il y a le Mali qui n'avait pas confiné et qui a levé le couvre-feu. Donc, on est reparti. Alors, par contre, ils ont mis le masque obligatoire alors que ça ne l'était pas. Donc, on change de stratégie. On voit bien que les politiques de santé publique, ils ont fait le choix quand même d'une adaptation permanente. Là, par exemple, pour le cas de l'Afrique du Sud et du Nigeria, on commençait déjà à observer quelques émeutes. Donc, depuis le 1er mai, l'Afrique du Sud a déconfiné. Pourtant, c'est 5600 cas, plus de 100 décès. Le Nigeria a déconfiné depuis le 4 mai. C'est le géant au pied d'argile du continent. Depuis le 4 mai, il n'est plus dans un confinement. Mais alors, évidemment, aujourd'hui, ils sont inquiets parce que revenir soudainement à la normale, ça provoque une explosion des cas. Clairement, ça va amener une explosion des cas. Mais la crainte de mourir de faim, elle va disparaître aussi. Parce que les gens qui, justement, se disaient, dans le confinement, je vais mourir de faim parce que je n'ai de revenus que pour demain matin, le problème aussi, c'est que ces gens-là, ils n'ont plus peur de mourir de faim. Donc peut-être que ça va jouer aussi. Des études d'ailleurs à New York, des études récentes là, ont montré en fait que le stress, la peur, avait un impact en fait sur la capacité de l'organisme à réagir et à se défendre. Vous avez vu, hein, on dit que le virus n'est pas létal dans la majorité des cas, sauf en cas de comorbidité, et que 3% des cas dégénèrent en fait, deviennent sévères. Donc le stress est un facteur, est un accélérateur de cette, comment on va dire ça, de cette non-résilience, de la faiblesse en fait de l'organisme. Et ensuite, le Ghana, donc avec ses 4263 cas et 22 décès, l'ancienne Gold Coast, en fait, a vu le nombre de ces cas tripler. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un cas où on est sorti du confinement et l'explosion, elle a eu lieu. En fait, ils ont triplé le nombre de cas avec le récent déconfinement qu'ils ont opéré. Donc, il y a quand même lieu de réfléchir à ces cas-là. Par exemple, et c'est mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, on va vers le déconfinement. Au lieu de mettre de l'argent, énormément d'argent, parce que si on enlève le déconfinement, les entreprises, elles n'ont plus besoin d'être aidées de la même manière. Il faut maintenant songer aux gens, aux populations. Un premier exemple, c'est de rendre le masque gratuit. Il faut donner des masques à la population. Il faut leur donner des masques. Subventionner les dispositifs de lavage de mains. Il faut donner à chaque famille un dispositif de lavage des mains qui est renouvelé régulièrement. Il faut renouveler ces choses-là. Et puis, laisser les gens aller au travail. Parce que vous dites, vous déconfinez en raison de cas économiques. Et on comprend ces raisons économiques-là. Mais il faut accompagner les gens. Aujourd'hui, vous dites que vous allez donner du riz. Et à quelques exemples près. Je veux d'ailleurs ici saluer le cas de Barthélémy Diaz. De mon point de vue, c'est l'un des meilleurs dirigeants que le Sénégal ait porté. J'ai beaucoup de critiques vis-à-vis de l'homme, sur d'autres situations, etc. Mais, nul n'est parfait. Mais sur la manière dont il a géré le Covid, je veux franchement lui tirer mon chapeau. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il fait exactement ce qu'il faut faire. Et il le fait bien. Il le fait bien. Il est le maire il n'est même pas le maire de la commune de Dakar, enfin de tout Dakar, la ville de Dakar, mais il est le maire d'une commune. Et dans cette commune, ses administrés le voient à leur côté.
dans des bons de nourriture, dans de l'argent qu'ils donnent aux retraités, dans une organisation, et mieux, je l'ai entendu là il y a quelques jours, faire un live dans lequel il disait aux gens de ne pas oublier de continuer à aller à l'hôpital parce qu'il a analysé les chiffres. Nous y voilà, l'analyse des chiffres. Il a analysé les chiffres et il s'est rendu compte que la fréquentation des centres de santé communautaires, donc dans son quartier, avait baissé. Et il s'attend à ce que, après le Covid-19, qu'il y ait une explosion des autres cas. Et il a raison. Donc voilà quelqu'un qui, à son échelle locale, fait exactement ce qu'il faut faire. Hein? Vraiment, je voulais ici saisir cette occasion, si vous me le permettez, mais hors de toute politique, hein, saluer vraiment comment on va dire, le rôle que Barthélémy Diaz a dans la lutte contre le Covid-19 dans la commune de Baobab. Et puis, donc, je voulais vous parler du cas rwandais. Donc, ils ont mis en place un milestone de déconfinement. Et quand ils ont atteint moins de 1% de plus sur 1000 tests quotidiens pour le Covid, donc quand ils ont atteint ça sur 10 jours constants, ils ont assoupli. Parce qu'ils ont compris en fait que moins de 1%, ils ont réussi à faire baisser le R0. Le R0, si vous vous en souvenez bien, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est le ratio de propagation, le ratio de contagiosité, le ratio de diffusion. Et il se calcule avec trois éléments, le taux de transmissibilité, le taux de létalité et le taux de... Alors combien de personnes peuvent être infectées pour un porteur malade, combien de personnes peuvent mourir avec une personne infectée, et puis quel est l'impact de la distanciation sociale dans la maîtrise de ce R0-là. Et donc, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé le R0, et tant que ce R0-là était stable, ou en tout cas en dessous de 1%, ils ont compris qu'il y a quelque chose qu'ils avaient réussi, et ils ont déconfiné de manière progressive et segmentée. Ils l'ont annoncé pour le 4 mai, après 1000 tests effectués quotidiennement. Et puis, ils ont d'abord assoupli les horaires, parce que au départ, c'était le confinement total, et ensuite, ils ont interdit les déplacements de 20h à 5h du matin. Et ensuite, ils ont obligé les restaurants qu'ils avaient ouverts à fermer à partir de 19h. Donc, on est dans quelque chose de plus light. Ensuite, les travailleurs qui sont essentiels pour une industrie donnée, ils leur ont permis de reprendre le travail. Et les autres qui n'étaient pas indispensables ou qui avaient une possibilité de télétravailler, de continuer à travailler à la maison. Ensuite, il y a l'activité économique. Les écoles, les lieux de culte, les installations sportives, les bars doivent rester fermés. Et les marchés doivent fonctionner à 50% de leur capacité. Ensuite, il y a, en termes de transport, le transport entre les provinces et Kigali est resté interdit. Voilà comment ils sont partis en fait sur un déconfinement progressif. Les gens, au départ, c'était le déconfinement total, et ensuite on y va progressivement, et ça a fonctionné très bien. Donc, vous avez bien compris hein, que le sujet en fait du Covid, c'est d'abord un sujet de pays développés. C'est un sujet de pays développés. Alors, Maître Étienne, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que nos dirigeants sont pour la plupart des incapables, mais ils ne sont pas les seuls responsables de la situation dramatique que nous vivons. Nous avons aussi une responsabilité individuelle, ça c'est certain. Il faut que nous ayons le sens de l'intérêt général et du bien commun. C'est ce que Maître Ndion appelle la prise de conscience, qui est le préalable en fait au développement ou pour plaire à certains de l'émergence. Hein? Voilà, c'est une intéressante contribution. C'est pour ça que je la lis de manière, comment on va dire, intégrale. Merci Maître. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La stratégie optimale en fait, c'est 1. Intensifier les tests. 2. Mettre en place l'isolement lorsque le test a détecté quelque chose de positif ou un cas suspect. 3. Améliorer la recherche des contacts. Et améliorer la recherche des contacts, c'est utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les téléphones mobiles, utiliser la technologie de manière plus aboutie. Oui, j'entends tout de suite les défenseurs des droits de l'homme et des libertés individuelles dire « oui, mais attention, la vie privée, etc. » Le respect des libertés individuelles, c'est très bien, mais c'est pour les vivants. Clairement, c'est pour les vivants. Et c'est d'ailleurs là le sujet pour lequel les systèmes autoritaires
ont eu un succès plus grand que les pays dans lesquels on discutait toute la journée jusqu'à l'année prochaine de oui, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit. L'exemple de la France est un exemple patent de mon point de vue de ce que, et de l'Italie, hein, de ce qu'un atermoiement, un flottement dans la décision peut avoir comme conséquence sur des sujets de santé publique. Parce que, il faut le rappeler aussi, les sujets de santé publique sont ceux qui ont un impact sur des populations, mais de manière... Vous faites une erreur d'un jour, elle a un impact sur, je pense que c'est 20 jours. Vous faites une erreur d'un jour, elle a un impact sur 20 jours. Pourquoi? Parce que c'est le temps durant lequel une personne positive, si elle est traitée, c'est le temps à partir duquel elle cesse d'être contagieuse. Donc vous voyez bien que l'impact en fait de 1 jour sur 20 jours, c'est quand même quelque chose de très sensible. Donc il faut vraiment que on fasse attention. Et puis il faut donc que les décisions soient précédées de data, de données, d'informations. Il faut qu'on ait de la connaissance, de l'information, des données qui permettent donc de baser une vraie décision. Alors en résumé sur ce sujet-là, et après je vais en aborder un autre, c'est celui de la communication. En résumé donc sur ce sujet-là, les pays africains ont l'avantage d'être en retard sur les autres pays dans la trajectoire de l'infection. Oui, pourquoi c'est un avantage d'être en retard? Parce que vous avez la possibilité d'utiliser le temps. Vous les voyez, les gens, ils sont devant, et vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont réussi, pourquoi ils l'ont réussi, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Évidemment, en appliquant, en vérifiant quels sont les éléments de réplicabilité. Parce que vous ne pouvez pas plaquer bêtement, et il me semble, hein, après je peux me tromper, je sais que nos dirigeants sont des gens brillants, mais il ne me semble pas que les stratégies que nous poursuivons soient pertinentes. En tout cas, elles ne sont pas lisibles. Si elles sont pertinentes, elles ne sont pas lisibles. On ne voit pas très bien où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, cette histoire de nous dire le coronavirus, c'est très dangereux, le président et les ministres ne se réunissent pas, ils font des vidéoconférences, mais nous, nos enfants, ils doivent repartir à l'école. C'est un sujet quand même. Hein. C'est un sujet. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de raison que ce soit dangereux, pourquoi on n'y va pas tous en même temps? Pourquoi est-ce que c'est nos enfants qu'on devrait laisser? Parce qu'évidemment, leurs enfants à eux, et je ne veux pas faire dans du populisme, mais je pense que tout le monde est d'accord que les enfants de ces gens-là ne vont pas à l'école Kléber, quoi. Pour reprendre un exemple que tout le monde va connaître. Ils ne vont pas à l'école Kléber. Et c'est nous, nos enfants, qui y vont. Donc, à partir de là, il faut que nous soyons sûrs qu'ils savent ce qu'ils font. Et l'expérience du Covid-19 nous a donné à voir que, dans la plupart des cas, ce qu'ils disent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand ils disent une chose, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne veux pas démoraliser les troupes, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je pense quand même qu'on parle de sujets sérieux. Ah, bon, moi j'ai une coupure de courant. Et donc, je pense que vous n'allez pas... Alors, je vais voir dans quelle mesure on peut... Eh oui, c'est les bienfaits de... Comment ça s'appelle de l'émergence. Donc, je vais voir dans quelle mesure on peut avoir... Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais bon, c'est les aléas du direct, hein, vous savez ce que c'est. Je vais peut-être vous mettre plutôt le... Tac. Non. Oui, bon. Je ne sais pas si ça vous convient. Alors, si vous me voyez, est-ce que vous pouvez me faire signe si vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Si vous me recevez, il faut que vous me fassiez signe. Si vous m'entendez, il faut que vous me fassiez signe, que je sache que vous m'entendez. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, test. Ok, attendez, je vais juste mettre de la lumière. Et puis, on va reprendre ça là où on en était. Ok, alors je vais juste prendre... Alors, vous m'accordez 2 secondes, je vais prendre de quelque chose pour le poser. Je peux prendre ça. Non. Non, c'est bon, ça ira. C'est bon. Oui. C'est bon? Est-ce que vous me voyez?
Ok, bon, ben écoutez, ça vaut ce que ça vaut, hein. Bon, on est en pleine coupure de courant. Bon, écoutez, vous savez bien ce que c'est. Donc, pour moi, le sujet ici, ils peuvent utiliser ce temps-là que nous avons justement parce que nous sommes en retard pour apprendre sur ce que les autres font et tester différentes stratégies de sortie. À mon avis, ça ne va pas se jouer à 1, 2 semaines. Je pense qu'on peut se laisser le mois de mai. Ah, merci beaucoup, allez, le courant est de retour. On peut se laisser le mois de mai et puis vérifier ce qu'on apprend de tout ça et puis démarrer donc sur la base de ce que nous avons appris. Donc cette question-là, en fait, pour moi, c'est une question aussi d'intelligence collective, c'est qu'il faut qu'on apprenne des choses. Aujourd'hui, les capacités de soins de santé sont trop faibles. Il faut qu'on se donne du temps pour apprendre, mettre en place des systèmes pour tester, traiter, planifier des stratégies de sortie qui soient bien conçues et qui soient soigneusement communiquées. Et là maintenant, pour moi, et c'est là qu'on a vraiment un sujet. Les premiers, parce qu'il faut une stratégie en fait de communication pour que la riposte communautaire soit bonne. Il faut une stratégie de communication. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les meilleurs infectiologues du monde, vous ne pouvez pas avoir les meilleures infrastructures de santé du monde, avoir tout ce que vous voulez. Si vous ne communiquez pas bien, ça ne va pas bien se passer. Aujourd'hui, par exemple, moi, je trouve un peu bizarre. Alors, c'est une opinion. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Mais je ne comprends pas très bien la pertinence du point Covid là, qui se fait tous les jours à 11 heures et qui a un vrai impact, c'est qu'il casse le moral de tout le monde. Je me demande, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'avoir une approche différenciée, une approche sur les réseaux sociaux, pour une approche ciblée. C'est-à-dire que là, parce que c'est un média justement où le message est général et impersonnel, on est incapable de toucher de manière ciblée l'ensemble des gens qui ont un impact sur la riposte en fait. De mon point de vue aujourd'hui, il y a quatre catégories de personnes qu'il faut absolument mobiliser dans la riposte communautaire. Et de ce point de vue-là, le Sénégal, en fait, n'a pas commencé ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Les premières, c'est les autorités religieuses. Les autorités religieuses, en fait, c'est une manne, c'est-à-dire que c'est vraiment le... Parce que, pourquoi ? Dans la relation qu'on a avec nos autorités religieuses, on n'est pas dans une relation intellectuelle, on est dans une relation affective. Et le chemin qu'il y a à parcourir pour convaincre les gens est plus faible. Et c'est là-dessus que l'État, au lieu de... Parce que l'État est friand, quand il y a des élections, à aller à Touba et à solliciter des ndigel, à venir à Popenguine, je le dis comme ça, hein, pour symboliser, puisque le siège de la chrétienté, c'est pas Popenguine, mais à aller auprès de l'archevêque et à lui dire, oui, on a besoin de ceci, cela. Donc, il n'hésite pas à demander, à mobiliser les autorités religieuses. Là, pour le coup, on a besoin d'eux. On a besoin, il faut aller dire aux gens, parce que eux, par contre, même si c'est des responsables, ne sont pas infectiologues, encore moins spécialistes de santé publique. Il faut leur dire, voici ce que nous avons besoin que vous disiez comme message. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Il faut mobiliser les autorités religieuses. Ensuite, et je trouve que, alors, dans plein de pays d'ailleurs que je suis en fait, ça a été très mal géré. La France a été très mal gérée, le Sénégal, ça a été très mal géré, puisqu'on voit le cas de la mosquée de Yoff, le cas de la mosquée de Kaolack, le cas de la mosquée de Touba. On voit ces cas-là, qui sont des cas, ma foi, qui peuvent être un peu inquiétants. Et puis de l'autre côté, ici, au Mali, l'État a dit publiquement, nous, on ne fera rien. On va laisser les autorités religieuses prendre la décision. Si elles prennent la décision de fermer, alhamdoulilah. Si elles disent qu'elles ne ferment pas, alhamdoulilah. Nous, on est derrière les autorités religieuses. Or, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Je ne dis pas d'aller dans un sens ou dans l'autre, mais je dis que si vous laissez la communication se faire toute seule, eh bien, vous aurez une communication erratique, hasardeuse, et vous aurez des résultats hasardeux. Et le hasard, la probabilité que le hasard ait comme impact le résultat que vous attendiez est très faible. Donc, vous avez le choix. Soit vous avez une vraie stratégie et vous la déployez, soit vous n'avez pas de stratégie du tout, et dans ce cas, vous laissez le hasard faire, etc. Mais je pense que les sujets sont sérieux.
il faut absolument que les autorités religieuses soient mises à contribution. La deuxième cohorte de gens qu'il faut mobiliser, c'est les diasporas. Et sur les diasporas, par contre, il me semble que ça se passe très mal. Je dois le dire, moi, je suis de la diaspora. Je dois le dire, ça se passe très mal. Il y a, il y a une réalité que tout le monde doit comprendre. Quand vous êtes de la diaspora, vous n'êtes pas traité de la même manière selon que vous avez une couleur politique, c'est-à-dire vous êtes proche du gouvernement, ou que vous n'êtes pas proche du gouvernement. C'est exactement ça, Ayeta. Tu as tout à fait raison sur le Cuba et la preuve que tout est une question de volonté. Cuba, c'est l'indice de développement humain le plus élevé au monde, alors que Cuba est sous embargo depuis je ne sais pas combien de temps. Cuba est le pays où le taux d'alphabétisation est le plus élevé au monde, alors que Cuba est sous embargo. Donc c'est vraiment une question, et je suis d'accord avec toi, Ayeta, c'est une question de volonté politique, très clairement. Donc les diasporas, elles sont très maltraitées. C'est pas grave. Aujourd'hui, alors il y a deux endroits d'où viennent les agressions qu'il y a sur la diaspora. Le premier endroit d'où viennent les agressions, c'est la population qui est restée au Sénégal, ou au Mali, ou etc. Les populations qui sont dans les pays d'origine, qui regardent les gens de la diaspora de manière suspecte, en disant « ouais, bon, c'est bizarre. Eux, là, on dirait qu'ils viennent nous infecter. » Parce qu'effectivement, les premiers cas étaient des cas importés. Mais maintenant que ça arrive là au Sénégal, ils comprennent bien qu'il n'y a pas de volonté d'infecter les gens. Alors évidemment, sauf dans les cas où quelqu'un se sait contaminé et sort de quarantaine et s'en va. Ça, évidemment, c'est un cas pour moi dans lequel il est notoirement admis que cette personne-là, elle voulait nuire. Mais celle qui ne se sait pas porteuse et qui contamine à son insu des gens, il n'y a pas à stigmatiser. Elle ne le savait pas. Donc, les diasporas ont été stigmatisés par les gens qui sont restés au pays. Et j'ai parlé la semaine dernière donc, de cet animateur, ce journaliste, parce que c'est désormais le directeur de la radio, RFM, qui aurait dit en fait que les immigrés, enfin, il aurait été un peu critique avec eux, quoi. Donc ça distend le lien. Parce qu'aujourd'hui, et il faut que vous le compreniez bien, la majorité des informations WhatsApp qui sont véhiculées au pays, elles viennent généralement de gens qui sont dans la diaspora. Donc c'est eux qu'il faut mobiliser pour mettre un frein aux fake news et garantir que l'information qui parvient aux populations localement est une bonne information. Troisième élément, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et donc, c'est eux qui disent, quand ils envoient de l'argent, achetez ça, achetez du gel hydroalcoolique, achetez du savon, achetez ceci, achetez cela. Mais si eux-mêmes ne sont pas convaincus, il y a un problème. Donc, cette question-là de la diaspora me semble une question principale, une question primordiale. Il faut la régler. Et je trouve que cette crise-là a quelque peu entamé le lien entre les populations et leurs parents émigrés. Et je crois que ce lien, l'État est capable de le réparer. Ensuite, il y a l'État. L'État, ce qu'on reproche, ce que les gens de la diaspora reprochent à l'État. J'ai quelqu'un qui me parlait il n'y a pas longtemps, je ne veux pas citer son nom, de ce que des gens qui sont bloqués dans des pays, au Maroc, en France, aux États-Unis, qui étaient en transit, et le confinement est arrivé et la fermeture des frontières est arrivée. Ils sont là-bas depuis bientôt 2 mois. Bientôt 2 mois qu'ils sont là-bas. Ils n'avaient pas prévu d'y séjourner aussi longtemps. Ils n'ont donc pas les moyens de se subvenir à leurs besoins. Les gens qu'ils connaissent là-bas localement sont confinés et dans des conditions parfois qui peuvent être compliquées. Non pas qu'elles le soient systématiquement, mais parfois ça peut être compliqué à l'étranger d'arriver dans une famille et d'y séjourner. Donc, ils sont obligés des fois d'habiter à l'hôtel. Mais ces gens-là, l'État n'a rien fait pour elles. J'ai entendu la dernière fois le ministre Samuel Sarr dire, non pas Samuel Sarr, pardon, Moïse Sarr, dire qu'ils avaient mis, je pense, 2000 dollars pour ceux qui sont aux États-Unis bloqués, 1500 dollars pour ceux qui sont en France. Mais je dois vous dire, hein, elles n'ont pas reçu $1 pour l'instant. $1, elles n'ont pas reçu. Elles ont été laissées en rade par Air Sénégal, alors que ce n'est pas compliqué. Dans tous les pays, mais la France, ils ont fait la même chose. Ils sont allés chercher leurs compatriotes. Aujourd'hui, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque, en fait, d'aller les chercher? On est déjà bien infectés. Qu'est-ce qu'on risque? Donc, la question de la diaspora est très mal gérée et c'est quand même un sujet, quoi.
Même si la volonté du président, c'est quand même d'aider la diaspora, ils le font mal. Ensuite, il y a les artistes populaires. Alors, je ne parle pas des artistes qui se sont compromis avec le pouvoir, etc. Je ne parle pas de Youssou N'Dour, je ne parle pas de Mambo, je ne parle pas de tous ces artistes-là, la petite semaine-là, qui se sont compromis politiquement. J'ai énormément de respect pour l'artiste qui est Youssou N'Dour, mais franchement, je n'ai aucune considération pour l'homme politique Youssou N'Dour. Vraiment. Alors, surtout pas sur la question du Covid, où quand même il est totalement infondé à dire, à ouvrir la bouche, quoi. Franchement, il faudrait que les gens se calment, quoi. Ok. Donc, les artistes populaires, quand même, j'ai vu par exemple que Pape Diouf, et je crois que c'était hier que je l'ai vu, a fait un clip dessus. Je pense qu'il faut mettre de l'argent dans de la production artistique, culturelle, justement sur le Covid, pour permettre en fait aux gens d'être sensibilisés. Là où les artistes peuvent aller, aucun d'entre nous ne peut aller. Okay, ils sont dans nos téléphones, ils sont sur nos ordinateurs, ils sont dans nos voitures, ils sont à la radio, ils sont partout. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, et c'est le point le plus important à mon avis, c'est les entrepreneurs économiques et les businessmen néolibéraux. Ceux qui ont gagné de l'argent, beaucoup, ils doivent mettre la main à la poche, on les écoute. Quand un monsieur comme Dangote donne 1 milliard de francs CFA en équivalent, hein, 1 milliard de naira dans son pays, non, je pense que c'est un peu plus, 1 milliard de francs CFA, il montre la voie. Je trouve que c'est dommage quand même qu'on n'ait pas eu plus de gens comme ça. Quand Mustapha Guirassy organise en fait dans son quartier des jeunes pour apporter une riposte, je pense qu'ils font ils prennent le bon chemin. Quand des gens comme le président Babacar Gaye met une initiative en place qui s'appelle Corona 221, et dont le but, et je le dis ici parce qu'il m'en a parlé, il m'a fait l'amitié de m'en parler au moment où il formulait ce projet-là. Son but, c'est de mobiliser 100 000 jeunes dans tout le territoire national qui vont aller parler aux uns et aux autres et leur expliquer comment il faut se prémunir. Je pense que la stratégie de riposte, il y a 2 éléments qu'elle doit forcément avoir si elle veut marcher. Il faut qu'il y ait de la communication et il faut que cette communication soit communautaire. Vous ne pouvez pas continuer à faire de la télé, de la presse, de la radio, des journaux et de l'affichage. Ça ne va pas fonctionner. Ça va enrichir des gens, mais ça ne va pas fonctionner. J'ai vu d'ailleurs le débat qu'il y a eu sur l'aide à la presse, dont certains organes ont dit qu'ils avaient reçu un montant qui était comparable alors qu'ils avaient une infrastructure totalement différente, des équipes totalement différentes, un montant comparable à des sites internet qui avaient 2-3 personnes. Je pense aussi que cette question de l'aide à la presse est un vrai sujet. Et enfin, on n'utilise pas jusqu'à présent, parce que le problème aussi, et c'est un vrai problème à mon avis dans notre stratégie de riposte, c'est qu'aujourd'hui on a des infrastructures. L'hôpital Fann par exemple, on ne peut pas boucler l'hôpital Fann. Il faut faire comme ils ont fait en Chine en fait, ils ont fait pas des campements de fortune, mais des hôpitaux de guerre, hôpitaux de campagne, c'est ça le terme. Ils ont fait des hôpitaux de campagne. Et Jack Ma, justement, a fait des documents dessus qui sont libres, hein, qui sont totalement disponibles. Il faut que vous alliez les chercher. Comment construire un hôpital de campagne, comment y mettre des règles de sécurité de base, comment organiser les services, comment le sens de circulation défavorise la propagation du virus, etc. Il y a des choses. Il y a vraiment du travail. Les mecs, ils ont... Attends, aujourd'hui, sur la Chine, en matière de Covid, c'est les experts mondiaux. Avec Cuba, bien entendu. Cuba et la Chine, les experts mondiaux. Ils vont partout. C'est eux qui ont été en Italie, et quand ils sont arrivés en Italie, ça a baissé. C'est Cuba qui est allé, je pense qu'ils sont allés, je ne sais plus, est-ce qu'ils sont allés à Madagascar? Je pense. Hein, ça, je ne vais pas l'affirmer parce que je ne suis plus sûr de mon coup, mais en Italie, c'est sûr, ils y étaient. Et d'ailleurs, ça a même distendu les relations entre l'Union européenne et l'Italie, parce que l'Italie reproche à l'Union européenne de n'avoir rien fait pour elle. Okay, donc voilà. Voici ce que je voulais partager avec vous. Donc sur le sujet des stratégies de déconfinement qui sont en cours actuellement. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce live de façon un peu provocatrice. Est-ce que c'est la fin de partie?
Alors, il faut que je réponde à ça, parce que sinon, pour moi, ce ne serait pas complet. Non, ce n'est pas la fin de partie de mon point de vue. Au contraire, je pense en fait que là, on est peut-être à la mi-temps et qu'on est à un vrai tournant. Voilà, c'est ça, c'est en Afrique du Sud, effectivement, que Cuba a envoyé en fait ses médecins pour les aider. Donc, je pense en fait que ce n'est pas la fin de partie, mais qu'on est à un tournant. On est à un tournant du game, on est à un tournant du match, et que c'est le moment justement où, généralement, pour ceux qui ont l'habitude d'aller courir en fait, ou de faire du sport, c'est le moment du second souffle. Le second souffle, il arrive quand vous êtes très fatigué et que vous continuez quand même à courir. Et parce que vous avez continué à courir, à un moment donné, vous trouvez le second souffle, et là maintenant, vous pouvez encore faire le double de ce que vous aviez déjà fait. Et je pense qu'on est à la mi-temps, si vous voulez. Et donc, parce qu'on est à la mi-temps, il faut maintenant que nous nous organisions. Et le problème, en fait, il ne faut pas que ce Covid soit une occasion d'enrichir des gens. Ce serait honteux. Ce serait honteux. Alors, je voulais vous remercier tous et toutes pour le temps que vous m'avez accordé. Je pense qu'on a fait 1h21. C'est très long pour un direct parce qu'on m'a dit que les moyennes, en général, c'est 1 heure. Alors, je suis vraiment désolé parce qu'on a dû s'y reprendre à 2 fois. J'envoie en général la présentation PowerPoint que j'ai préparée pour ce live-là. Donc, si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à m'écrire un message privé et je vous enverrai la présentation PowerPoint. Je vous remercie du fond du cœur et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà. Merci infiniment.